Alors, nous y voilà. On va parler de cet épisode. Les obligations. Les obligations, c'est un truc qu'on voit souvent en économie ou quand tu fais un bac ES, on te dit c'est un prêt, mais c'est souvent un peu virtuel en fait. C'est pas comme les actions aussi visibles, quoi. On parle des cours des actions, on parle des choses comme ça. Euh, et pourtant, c'est quelque chose qui est en train d'être de plus en plus disponible, j'ai l'impression, pour le grand public, quoi. Et pour ça, eh ben, j'ai le plaisir de te recevoir, Emeline Radulovic. Toi, tu es spécialiste investissement obligations chez Amundi. Exactement. Ça veut dire quoi, un spécialiste investissement obligations? Ça veut dire qu'on est dédié au fixed income, donc à la gestion obligataire. Et que, donc nous, on est orienté fonds. Donc là, on va pas parler de fonds, on va parler plus des obligations en général. Mais donc nous, le but, c'est de vendre en fait notre gamme de fonds obligataires. Ok. Fixed income, c'est des obligations? C'est des obligations. C'est complètement que des obligations. Moi Donc, qui suis le champion des anglicismes, je viens d'apprendre un truc, d'accord. J'ai tous mes potes dans la finance qui me parlent de fixed income, j'avais jamais fait le lien. Donc déjà, je viens d'apprendre quelque chose. donc oui, c'est bien des obligations. Après, nous, on a plusieurs types d'obligations, donc ça, on va rentrer dans le détail après. Mais donc voilà, c'est ça le cœur de notre métier. Ok. On aide la gestion sur plein de sujets et en plus, on pousse nos fonds. À la fin, les obligations, c'est finalement quelque chose d'assez simple, hein. C'est très très simple. Une fois qu'on a compris le principe, c'est aussi simple qu'une action. Donc est-ce que j'explique Avec grand plaisir, explique-moi. Ok, donc une obligation, c'est un titre de créance ou plus simplement une dette qui va être émise par une entreprise ou un État dans le but de se financer tout simplement. Ok. Et donc, Ça veut dire, en d'autres termes, que je vais prêter de l'argent à une entreprise ou un État. Exactement. Okay. Ce qui en soi paraît très chelou parce que on pourrait se dire pourquoi je peux pas prêter de l'argent. Je crois que t'as pas le droit de prêter de l'argent à un particulier avec un taux usurier. Enfin, je suis quasiment sûr que non. Alors qu'en revanche, tu as le droit de prêter à une entreprise ou un État. Oui, mais après c'est réglementé. On est sur le marché, on passe par des intermédiaires, on peut pas le faire comme ça sous le manteau. Et donc quand on achète une obligation, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, il va y avoir une durée. C'est un peu comme un prêt. Quand on fait un prêt à la banque, on a une durée. Là, c'est pareil. Une obligation, elle va être émise sur, par exemple, 10 ou sur du plus long terme, 30 ans. Okay. Et donc, ça veut dire que pendant 30 ans, par exemple, l'argent qu'on va donner à l'État ou à l'entreprise ne va pas être disponible. Alors, bien sûr, on peut le récupérer avant. On peut revendre l'obligation, etc. Mais ça reste des investissements sur du long terme. Tu dis 10 ou 30 ans, c'est pas un hasard? Il y en a qui font 12 mois ou 24 Oui, il y a 2 ans. Il y a court terme, très long terme. Là, j'ai pris 30 ans au hasard, mais on peut investir sur des obligations de 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ok. Quel est l'intérêt d'investir finalement dans des obligations plutôt que des actions? Alors, la différence d'une action, c'est qu'on acquiert une part de capital. Donc, on ne va pas avoir des... Ah oui, j'ai oublié une notion sur l'obligation, c'est qu'on reçoit des coupons. Donc, en fait, en contrepartie du prêt qu'on va faire, on ne va pas le faire gratuitement, on va vouloir recevoir des revenus. Okay. Et donc, ça s'appelle des coupons sur le marché des obligations. Et donc, ça s'apparente à des intérêts, tout simplement. Ok, donc par exemple, je prête 1000 € à une entreprise qui commence par un R et qui fait des automobiles. Oui. Et le coupon, il est de, je sais pas, c'est quoi 2%, 2%. Par exemple. Donc 1000 € tous les ans, je devrais recevoir 20 € tous les ans. Et c'est versé tous les combien, les coupons? Alors, généralement, c'est tous les ans à une date assez fixe, mais on peut les recevoir trimestriellement, par exemple. Ou même parfois, bon là, je vais peut-être un peu dans les détails, mais à l'échéance de l'obligation. Donc là, c'est des obligations qu'on appelle zéro coupon. Donc ça ne veut pas dire que c'est une obligation qui ne donne pas de coupon, mais ça veut dire que c'est une obligation qui va donner le coupon qu'à l'échéance. Donc c'est un peu plus risqué, parce que du coup là, on mise totalement sur la solvabilité de l'émetteur. Et on n'aura pas de revenus réguliers, ce qui est intéressant dans les obligations comparé aux actions. C'est d'avoir des revenus réguliers, par exemple, tous les ans. Donc là, on ne les aura pas. Là, tu prêtes ton argent, tu l'oublies, quoi. Et puis jusqu'au dernier jour. Voilà. Mais à l'échéance, on récupère notre capital et notre coupon. On a quand même le coupon. Généralement, c'est plus les États qui émettent ce type d'obligation. Donc c'est moins risqué. Bon, après, on pourra plus détailler la notion de risque, de notes, etc. et des types d'obligations. Mais donc voilà, pour les coupons, c'est un peu ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça, en fait, les coupons d'État ou les notes, en fait, alors quand on te propose un État AAA, AA, etc., c'est qu'ils sont sûrs, et quand on te dit qu'un État ne doit pas faire défaut, ça veut dire que derrière, plus personne ne veut lui prêter, c'est ça? C'est ça. Alors, juste pour revenir sur les obligations, il y a celles d'entreprise et celles d'État.
Ouais. Par nature, les obligations d'État sont moins risquées que celles des entreprises. Et donc, sauf l'Argentine. Sauf certains États qui peuvent être en difficulté, bien évidemment. Mais là, moi, je parlais plus des gros, des États, la France, l'Allemagne, par exemple. Et donc, du coup, on va se focaliser sur les notations des obligations qui vont nous donner une indication sur le niveau de risque. D'accord. Parce qu'il faut se rappeler que le principal risque pour investir dans une obligation, c'est le risque de défaut. Donc, qu'est-ce que c'est le risque de défaut? C'est que l'émetteur à qui on a prêté notre argent ne va plus être capable de nous rembourser. Ouais, très clairement, si je te prête de l'argent et que tu ne peux pas me le rembourser, voilà. Je récupère 0 et j'ai tout perdu. Exactement. Clairement, c'est le risque. Alors, il y a des obligations très risquées comme ça. Oui. Tu peux en distribuer des obligations. C'est quoi les types de pourcentage, de combien? Alors, on peut avoir... En fait, ça va dépendre du risque du fonds sur lequel on veut investir. Et nous, chez Amundi, on a des fonds sur lesquels on prend parti et on dit on va avoir que des obligations risquées. Ok. Alors, donc, pour revenir aussi sur les notations, il y a 2 catégories qu'il faut bien distinguer. Il y a les catégories investment grade et les catégories high yield. Ok, alors là, il va falloir que tu m'expliques. Ok, eh bien, en fait, il y a 3 agences de notation principales. Oui. Donc, on connaît peut-être Standard & Poor's, Moody's. Et Fitch. Fitch, oui, bien sûr. Qui sont des entreprises privées qui sont censées en fait noter la solvabilité de l'émetteur. Et donc elles vont nous donner des notes pour chaque obligation et nous dire de AAA à D, D étant la faillite, lesquelles sont les plus ou moins risquées. Alors généralement, encore une fois, les obligations d'État de type France, etc. sont très très bien notées, vont être par exemple AAA. Donc là, ça veut dire qu'il y a un risque de défaut presque faible, 0, je dirais. Ça veut dire que tu as un taux d'intérêt qui est très très bas, c'est ça? Tu gagnes pas beaucoup. Du coup, ça se répercute aussi sur le coupon, le taux de rendement qu'il va y avoir sur l'obligation. Et c'est aussi pour ça que du coup, il y a la catégorie high yield, qui veut dire en français haut rendement, parce que forcément, le risque, ça se paye. Donc, plus l'obligation va être risquée, plus on va avoir un taux de rendement élevé. There's no free lunch, comme on dit, c'est ça? De quoi? Il n'y a pas de repas gratuit. Oui, voilà. Donc, si tu prends pas de risques, tu gagnes pas d'argent. Si tu prends des risques, peut-être que l'avantage là, quand tu parles de fonds comme ça, c'est que tu vas être capable de, comme on dit, pooler, de grouper un certain nombre d'entreprises ou d'entités risquées qui te prêtent. Donc, si mettons je prends des entités sur lesquelles il y a eu, je parlais de l'Argentine, la Grèce, certains États ou certaines entreprises qui sont pas en très bonne santé, je vais pouvoir investir dans 10, 15, 20 à la fois d'un seul coup, ou c'est à chaque fois un État, une entreprise? Ah non, on peut investir sur plein d'obligations. Alors nous, chez Amundi, on a des fonds obligataires qui ont des paniers d'obligations. Donc le high yield, il y a des fonds high yield. On a des fonds high yield. Donc tu perds pas tout s'il y en a un qui fait défaut, qui passe en D. Exactement. C'est aussi l'avantage après d'investir dans un fonds, c'est qu'on a un panier d'obligations, on met pas tous les œufs dans le même panier, donc ça compense un peu le risque. On peut investir sur des obligations très risquées, et un peu moins, ça va un peu compenser le risque qu'on prend tout simplement, tout en ayant un bon rendement. Mais pour moi, c'est des trucs qui sont quasi inaccessibles. On peut faire ça en retail, pour tout le monde. Moi, je peux accéder à ça? Alors, pour investir sur des obligations, il y a 2 manières. Il y a soit investir en direct, mais ça c'est un peu plus, pas compliqué, mais il faut être un peu plus expérimenté, je dirais. C'est-à-dire en direct, je trouve Alors non, il faut passer par un intermédiaire, donc un banquier ou un conseiller financier. Il faut simplement avoir un compte titre et on peut leur demander, voilà, on aimerait investir sur des obligations. Alors ça, pour moi, il faut quand même être un peu plus expérimenté. Et parfois, il faut aussi avoir un peu plus d'argent que lorsqu'on investit dans un fonds. Je dis ça parce que parfois, les coupures des obligations peuvent être très élevées. Par exemple, 100 000 €, le minimum. Donc, il faut les avoir. Après, il y a des coupures moins élevées de l'ordre de 1 000 €, mais c'est moins courant. Et c'est aussi pour ça que les actions sont beaucoup plus connues que les obligations. Oui, parce qu'en fait, les obligations, c'est tout de suite des montants assez élevés. Surtout que maintenant, avec tout ce qu'on appelle les ETF, les trackers, ces choses-là, tu peux rentrer, tu peux diviser ou subdiviser des actions. Tu n'es pas obligé même d'acheter une action entière. Donc, dès quelques euros, tu peux acheter des actions. C'est ça. Dans les fonds, c'est pareil? Tu peux rentrer ça peut être divisé? Alors, dans les fonds, pour moi, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut rentrer déjà régulièrement avec des petits montants. Donc, comment on rentre? Pareil, il faut un compte titre, une assurance vie, ou alors beaucoup de gens ont accès à l'épargne salariale avec des supports de type
PEE et PERCO. Et donc là, c'est pareil. Ça rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans. Généralement, les gens qui ont des primes peuvent placer leur argent dans des fonds. Et généralement, en tout cas, Amundi, je sais qu'ils ont... on a une épargne salariale chez Amundi qui met à disposition en fait une liste de fonds obligataires, mais aussi parfois d'actions, etc. Et on peut investir dedans, même des petites sommes. On peut mettre 100, ça dépend la part à laquelle on peut investir, mais on peut mettre 300, 1000, 4000, voilà. Il n'y a pas de limite, vraiment. Super intéressant. Donc ça veut dire que c'est accessible et très bas, finalement. Les actions, ce sont des marchés, en tout cas toutes les actions cotées. Si tu prends au moins les actions des grands marchés financiers, c'est très liquide. Tu peux acheter, vendre, il y a une cote, il y a des contreparties, comme on dit. Les obligations, quand tu l'achètes, tu peux la revendre ? Alors oui, on n'est pas obligé de garder l'obligation jusqu'à son échéance. Alors après, sur l'obligation, il faut aussi regarder les niveaux de taux. Donc, pour vous expliquer, c'est pas forcément intuitif quand on le dit comme ça, mais quand les taux montent, la valeur de l'obligation va baisser, et quand les taux baissent, la valeur d'obligation va augmenter. Donc ça, c'est juste l'offre et la demande liées au marché primaire et au marché secondaire. Donc je peux peut-être rentrer dans les détails. Avec plaisir, ouais. Mais donc quand les taux montent, la valeur de mon obligation que j'ai déjà va baisser, parce que les prochaines obligations qui vont être émises vont avoir des taux de rendement plus intéressants. Donc forcément... Ok, j'achète un jour une obligation, alors on revient sur 1000 € à 2%. Si le lendemain, les taux proposés passent à 4%, moi, je préférerais aller acheter une obligation 1000 € à 4% qu'une obligation 1000 € à 2%. Exactement. Donc, ma 2%, elle pourrait limite passer à 500 € parce qu'en fait, elle a deux fois moins de rendement. Donc, c'est une incidence énorme, en fait, 1%. Ouais. Ok, super clair. Alors après, les taux ne varient pas d'un... c'est plus petit, la variation. Pas 2% d'un coup, du jour au lendemain. Mais oui, en fait, c'est exactement ça. Et du coup, quand les taux baissent, la valeur de notre obligation va monter. Et donc, c'est aussi important à savoir pour connaître le timing d'investissement sur ce type de classe d'actifs. Si je prends de la bourse, dans les marchés boursiers, il y a des oscillations, des mouvements potentiellement très forts selon les actions. Il y a des rendements très forts sur du high yield, enfin des obligations risquées. On peut avoir des rendements de ouf. Alors, entre une obligation peu risquée et pas risquée, ça peut aller du simple au triple. Donc oui, il peut y avoir des écarts assez élevés. Par exemple, sur du high yield, il peut y avoir des obligations à rendement à 8-9%. Donc, c'est quand même intéressant. Alors après, nous, comme je le disais sur les fonds, nous, on a un panier d'obligations et on a un rendement, on va dire, agrégé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, tout à fait. Mais donc on n'a pas de rendement de ce type-là. Mais par exemple, pour le fonds high yield de tête, je crois qu'il est autour de 5-6% de rendement. Ce qui est déjà... ce qui est pas mal. Ouais, surtout si c'est agrégé, parce que, encore une fois, tu prends moins de risques. Donc, ok. On en est où là, on enregistre en septembre 2024. Le marché des obligations, il se situe comment ? Parce que quand je prends les actions, on est quand même toujours sur ce qu'on appelle un bull market, quoi. On est sur un marché qui, comparativement à plein de signaux extérieurs, semble hyper haut, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en France. Sur les obligations, c'est pareil ? Alors là, actuellement, on est dans une situation de taux d'intérêt très élevé. Oui. Alors, on l'a vu avec l'inflation qu'on a tous vu en tant que particulier. Les banques centrales ont vachement augmenté leur taux d'intérêt pour ramener l'inflation à 2%. Maintenant, on voit que l'inflation s'est un peu baissée. Donc, on est aux alentours de 2,2, je crois, en zone euro et un petit peu plus aux États-Unis. Et donc là, la thématique des banques centrales, elle a vachement changé. C'est beaucoup moins l'inflation, ça va plus être la croissance. Et donc là, on va commencer à avoir une baisse des taux des banques centrales. Donc il y a la BCE qui est la Banque centrale européenne et la Fed qui est la Banque centrale américaine. Donc baisse des taux qui dit hausse des obligations. C'est ça, hausse de la valeur de nos obligations. Et donc là, on a vu les premières baisses de la BCE en juin et en septembre, de 25 points de base. Et la Fed, c'est d'ailleurs aujourd'hui. Ça va être entre 25 et 50. Donc voilà, quoi qu'il arrive, peu importe si c'est 25 ou 50 pour la Fed, on est dans une phase de baisse de taux. C'est difficile à calculer du coup le rendement à la fin parce qu'il faut faire attention à donc, les coupons, on a vu, plus la valeur du fonds quand je sors et quand je rentre. C'est ça. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un peu le moment d'investir. Parce que donc là, si on investit maintenant, les taux d'intérêt sont assez élevés. Donc on acquiert des coupons élevés, on bloque notre rendement, entre guillemets. Et en plus, si les taux d'intérêt baissent, en tout cas aujourd'hui, septembre 2024, que les taux vont... on est dans une phase de baisse de taux parce que le marché price d'autres baisses de taux. Enfin, là, c'est pas juste à l'instant T.
dans quelques mois, ils estiment pour la BCE jusqu'à 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année et pour la Fed 3. Okay. Alors qu'avant, ils en estimaient pas ou alors une. Donc là, on rentre vraiment dans une phase de baisse de taux. Dans un monde que tu ne connais pas, on aurait dit que tu étais Huggy les bons tuyaux. Je sais pas si vous avez la ref, mais Huggy les bons tuyaux, c'est dans Starsky et Hutch. C'est celui qui a toujours les bons tuyaux. Alors je rappelle évidemment à ceux qui nous écoutent que tout ça, ce sont des projections, qu'on n'a pas de boule de cristal, que tout ce qu'on dit aujourd'hui, chacun est responsable de ce qu'il fait, et voilà, et que, on l'a vu, hein, il y a des événements climatiques, géopolitiques, potentiellement, il y a même plus récemment, je cherche le terme, des événements de santé globale qui font que tout peut changer, mais en l'occurrence c'est plus en effet une orientation assez claire actuellement des politiques des banques centrales. Alors merci en tout cas. Avec grand plaisir. Je vais aller, moi j'ai fait des obligations, je t'avais dit, mais c'était des trucs un peu plus exotiques, plus dans des univers de start-up. Avec ce qu'on appelle les obligations convertibles. Je ne sais pas si ça existe dans vos grands univers, ce qui veut dire que des obligations convertibles, si jamais c'est l'assurance et le filet de sécurité qu'on a, elles ne sont pas payées, elles ne peuvent plus être payées, elles se convertissent en actions. Ouais. C'est assez intéressant, mais ça se fait plus dans des plus petits marchés, je pense, et un peu plus spécialisés. Merci en tout cas. On peut t'ajouter sur LinkedIn, par exemple? Oui, avec plaisir. Emeline Radulovic, on mettra le lien. Et puis évidemment, on peut ajouter Amundi. Je suis sûr qu'il y a plein de ressources sur tout ça sur vos sites internet. Et puis, allez voir vos conseillers bancaires, allez voir vos conseillers en gestion de patrimoine. Ils vous en diront plus, j'en suis certain. Merci Emeline. Avec plaisir. Salut tout le monde, à plus.